La recherche clinique, c'est une partie de la recherche qui s'adresse directement aux malades, ou bien que l'on évalue des traitements ou des stratégies de traitement chez un malade, ou bien que l'on essaie d'analyser, à partir des prises de sang effectuées chez un malade, des paramètres qui pourront être importants dans le cadre du traitement de sa maladie. Donc c'est clairement une recherche qui s'effectue chez, pour, avec le malade. Alors la recherche clinique, comme toujours, est une recherche d'aval, puisque elle arrive après qu'un médicament, qu'une stratégie, qu'une recherche fondamentale ait été couronnée de succès, et on va ensuite l'évaluer chez l'homme. Donc ça, c'est le cheminement normal et théorique de la recherche clinique, ce déroulement qui veut que tout passe par une idée, que cette idée soit validée par une recherche fondamentale, puis mise en pratique par la clinique. Ça, c'est la théorie. La pratique fait que, malheureusement, l'esprit humain fonctionne beaucoup plus par analyse d'anomalies constatées que par un vrai raisonnement ex nihilo. Et donc, bien souvent, la recherche clinique, c'est ce qu'il part d'un constat clinique, d'une anomalie, une chose qui ne devrait pas être, un très bon résultat inattendu, un très mauvais résultat inattendu, et ensuite elle va essayer de formuler des hypothèses, des idées qui pourront être validées ou pas in vitro par la recherche fondamentale pour repartir ensuite sur la clinique. Donc je crois que il n'y a pas une étape précessive et une étape suivante. Il y a en permanence un imbroglio de raisonnements qui font que la recherche clinique est partie prenante, et très souvent, la plupart des découvertes ont été des constats cliniques, d'anomalies cliniques. Mais pour constater une anomalie clinique, il faut savoir ce qui est normal, regarder très attentivement les malades, savoir exactement ce à quoi on doit s'attendre avec tel traitement pour constater une anomalie. Et c'est bien souvent là le point de départ de la recherche. Donc il n'y a pas une phase précessive et une phase successive. Je crois que c'est un ensemble de choses, et un tel établissement est fait pour ça, pour que l'intrication des chercheurs et des cliniciens soit telle que la moindre anomalie puisse immédiatement être reprise au bon par un fondamentaliste et vice-versa. Nous n'avons pas voulu privilégier un axe quelconque. L'objectif réellement de ce World Package 2, c'est de faire en sorte que toutes les disciplines puissent tirer bénéfice de Captor. Alors, bien entendu, les grandes disciplines qui en bénéficieront, ce seront l'hématologie, incontestablement, dans toutes ses dimensions, leucémie, lymphome, myélome, mais aussi, bien entendu, toutes les tumeurs solides. Et on va beaucoup aider des programmes au niveau des cancers du sein, au niveau des cancers digestifs, au niveau également des cancers pulmonaires. Par ailleurs, la recherche clinique tire la validité de ses résultats d'une analyse méthodologique, statistique, très très performante, et donc il était important aussi de positionner un certain nombre de moyens sur cet axe-là de méthodologie, de statistique, pour que, je dirais, toutes les disciplines de la clinique et de la recherche clinique puissent en tirer bénéfice. Donc nous avons à la fois positionné des moyens, on va dire, par organe, les organes que je viens de vous citer, mais on a aussi choisi de développer le support méthodologique à toute cette recherche clinique. Des molécules, oui, bien entendu, nous n'avons plus dans toutes ces équipes, je crois que si on fait le recensement des molécules en cours d'évaluation, on doit être à peu près une 50aine de molécules. Bien entendu, elles ne proviennent pas de la phase fondamentale de Captor. Donc le propre de la recherche clinique, c'est par pathologie, en hématologie, dans le myélome par exemple, qui correspond à ma plus grande spécialisation,
tous les laboratoires nous proposent des molécules que nous choisissons ou pas d'intégrer dans des programmes d'évaluation, et nous faisons des essais cliniques successifs qui nous permettent de dire oui, cette molécule peut être intéressante. Lorsque nous l'avons évaluée, on peut imaginer avec quelle autre molécule on pourrait l'associer, dans quelle phase de la maladie on pourrait l'associer, et ainsi, d'étape en étape, à partir d'un médicament tout nu que nous a proposé l'industrie, on l'intègre dans un schéma de traitement à un moment donné, et on essaye d'imaginer quelle pourrait être son utilisation dans la vie quotidienne. Mais ce déroulement des essais peut prendre une dizaine d'années pour arriver à son terme. Mais oui, en permanence, tous les groupes que je vous ai cités tout à l'heure sont en train d'évaluer des molécules, d'abord toutes seules, puis associées dans diverses strates de la maladie, pour ou pas arriver à intégrer la vie de tous les jours. Contrairement à la recherche fondamentale, qui passe avant tout par une idée, par un concept, qu'on va essayer de valider et de développer, le concept lui-même, qui va appeler un certain nombre d'expériences pour le valider ou pas, qui seront confirmées ou pas par d'autres. Le propre de la recherche clinique, c'est d'avoir une logique interne sans a priori. Sans a priori, c'est-à-dire que à partir d'un constat clinique, dans telle situation je suis en échec, telle maladie, à telle phase, je ne sais pas la traiter. On va faire appel à diverses stratégies, ça peut être de la radiothérapie, de la chirurgie, des nouveaux médicaments, des nouvelles stratégies, et je me pose la question, est-ce que lorsque je vais l'appliquer dans cette situation-là, je peux avoir de bons résultats? Et je vais analyser ces résultats. Et de l'analyse des résultats, je vais me rendre compte que, oui, eh bien, chez un petit pourcentage de patients, j'ai des résultats, mais j'ai des échecs. Ces échecs, à quoi puis-je les attribuer? Est-ce que j'ai des moyens de corriger ces échecs? Et ainsi de suite. Donc là, la recherche fondamentale est une recherche, je dirais, conceptuelle. La recherche clinique est une recherche pas à pas, qui, dans son domaine, va progressivement ajouter, petite pierre par petite pierre, des éléments qui font que on va pouvoir répondre mieux à une situation clinique qu'on ne le faisait auparavant. Donc, il n'y a pas de domaine de recherche. C'est dans chaque pathologie, nous sommes tous impliqués dans cette progression constante, pas à pas, vers l'objectif qui est la guérison de pathologies qu'on ne sait pas guérir. Et donc, et on a tous ce constat lorsque, encore une fois, si je dois reprendre l'exemple du myélome, quand on a commencé à prendre en charge cette maladie, maintenant il y a déjà quasiment une trentaine d'années, enfin j'ai commencé, on avait 2 médicaments, et la survie moyenne des patients se situait aux alentours de 2 ans, et pas à pas, essai après essai, qui ont inclus finalement après 30 ans des milliers de patients, on a mis en évidence un certain nombre de faits. La greffe est importante, les traitements d'induction sont importants, tel médicament est important, et maintenant, sur les derniers essais, on est à des médianes de survie de plus de 15 ans, où on a fait essai par essai, on a gagné un petit peu plus sur la maladie. Donc c'est ça le concept de recherche clinique, c'est ça, c'est cette recherche pas à pas, l'analyse des échecs, la réflexion qui conduit à dire si j'ai échoué là, peut-être qu'en faisant ça, je ferai mieux, et je bâtis un autre essai, et pas à pas, on va vers ce gain continu de recherche, de survie jusqu'à, on l'espère, la guérison. C'est un échange constant, c'est-à-dire que nous avons, clairement identifié des situations dans lesquelles on a besoin de progresser, message qu'on leur fait passer régulièrement. Eux cherchent régulièrement à combler ces trous dans notre arsenal thérapeutique, et lorsqu'ils ont des molécules d'intérêt, nous commençons nos échanges. D'abord des échanges très très théoriques, puis de plus en plus pratiques, et lorsque les choses commencent à aboutir, ils nous apportent un candidat médicament
Et ce candidat médicament, nous l'évaluons d'abord, nous regardons un petit peu chez l'animal, sur des cellules, quel peut être son intérêt ou sa toxicité. Puis lorsque nous considérons que les choses peuvent être suffisamment intéressantes, nous passons aux études chez l'homme, où nous commençons à regarder quelle peut être la dose de ce médicament, si on doit l'utiliser, ce qu'on appelle les essais de phase 1. Puis nous regardons si ce médicament peut avoir une activité dans telle ou telle maladie, c'est ce qu'on appelle les essais de phase 2. Et puis, si ces choses sont suffisamment intéressantes, médicaments sans vraie toxicité, qui semblent avoir un intérêt sur des petites cohortes de patients, on va passer cette fois-ci aux essais, ce qu'on appelle les essais de phase 3, qui sont des essais qui vont comparer ce médicament à la meilleure stratégie de référence qu'on peut avoir en face, ce sont les essais de phase 3. Voilà. Là, on est toujours, lorsque ces essais de phase 3 sont concluants, l'industriel va colliger toutes ces données, en faire un dossier qu'il va donner aux autorités de santé. Là, nous intervenons souvent pour l'aider à constituer ce dossier. Et si les autorités considèrent que ces résultats sont probants, ils vont donner une autorisation de mise sur le marché à ce médicament, qui pourra donc, pour le laboratoire, être vendu. L'histoire s'arrête pas là, puisque ensuite il faut suivre ce médicament dans la vraie vie, sur des milliers de malades. Et là aussi, nous sommes là aux côtés de l'industriel pour colliger les données d'efficacité, de toxicité sur des grandes cohortes de patients et constamment retourner vers l'industriel pour lui dire bah oui, ce qu'on avait dit au départ est vrai, ou au contraire attention à l'industriel et aux autorités de santé, attention, ici on a un problème, il faut sûrement revoir un petit peu le... Donc c'est un débat constant, et je vous dis au jour d'aujourd'hui, on est clairement à plus d'une centaine de molécules nouvelles qui sont évaluées en ce moment.